Oui, donc je vais essayer de répondre à la commande. Je ne suis pas très certaine du chemin que j'ai pris. J'espère qu'en tout cas ça va correspondre. Alors pourquoi cette incertitude? C'est parce que, à vrai dire, les collègues qui m'ont sollicité m'ont fait une confiance dont je les remercie. Mais en même temps, la question qui m'était posée n'a pas donné lieu de manière récente à des travaux, à des recherches aussi pointues. J'ai pas fait d'enquête, j'ai pas fait voilà. Et donc j'étais dans l'angoisse la plus complète en me disant mais mon Dieu, comment vais-je pouvoir aborder cette question de l'évolution des pratiques qui est un abîme en fait. Hein, étant donné que l'on peut assez facilement comprendre, étant donné tout ce que vient d'évoquer Emmanuel concernant les métiers, l'inorganisation du secteur, l'éclatement, l'émiettement, etc. Donc voilà. Alors ce que j'ai décidé de faire, c'est ce qui m'arrangeait quand même aussi d'un point de vue méthodologique, parce que je ne suis pas sociologue, mais psychosociologue, donc les approches quantitatives, etc., c'est pas trop mon truc. Je suis beaucoup plus orientée vers des méthodologies compréhensives et qualitatives. Donc je me suis dit, bah, au fait, j'ai un matériau local, puisque je suis responsable d'un master formateur, enfin au départ formateur, consultant, puis récemment du fait des labellisations de l'AERES, il s'appelle cadre et consultant en formation continue. Je me suis dit, ben voilà, là j'ai du matériau. J'ai du matériau, pourquoi? Parce que j'ai 43 étudiants inscrits, la moitié qui relève d'un statut d'alternant. Alors alternant, ça veut dire que dans chaque promotion, il y a 20 apprentis, donc 20 jeunes de moins de 26 ans en contrat d'apprentissage, et il y a quelques contrats de professionnalisation, donc des plus de 26 ans, etc., qui sont en contrat de professionnalisation. Donc on est entre 20 et 25 alternants par promotion, et on a en face un groupe d'étudiants dits formation initiale et formation continue. Donc au passage, je précise que cette dénomination formation initiale est un petit peu bâtarde, puisque les apprentis sont en formation initiale, mais bon, au point de vue statut dans les systèmes apogées, voilà, ils sont là, formation initiale, et des étudiants en formation continue, bon, statut classique. Alors on a aussi là un groupe d'une vingtaine de personnes et qui, bien évidemment, fréquentent, s'ils sont alternants, formation initiale, apprentis ou purs, étudiants purs, ou bien s'ils sont formation continue ou contrat de pro, qui ont des motivations et des projets professionnels assez différents. Donc je me suis dit, là j'ai un bon échantillon et je vais essayer d'utiliser avec un peu d'intelligence les matériaux qui nous sont disponibles. Alors ces matériaux, ils sont de deux ordres. En ce qui concerne les alternants, nous avons essayé de jouer le vrai jeu de l'alternance, et donc nos alternants qui viennent deux fois par mois, on va dire, à l'université, sont assujettis à un travail de débriefing oral et écrit. Et ce travail de débriefing est animé par un collègue qui consacre 3 heures donc par mois à un travail de retour sur ce qui s'est passé dans l'entreprise et qui leur demande une version écrite
individuelle, sachant qu'à chaque séance, 3 de ces versions écrites sont travaillées, partagées et réfléchies dans le groupe, et donnent lieu à une synthèse qui est publiée dans la newsletter du master. Voilà. Donc on a ce matériau-là. Et l'autre matériau dont je pouvais disposer, ce sont les mémoires des étudiants que nous avons dénommés de manière, je ne sais pas si c'est original ou pas, en tout cas des mémoires professionnelles, puisque la contrainte qu'on impose aux étudiants est de partir des missions qui leur ont été confiées, d'isoler parmi ces missions un ou des problèmes, alors pas des difficultés, mais vraiment des problèmes intellectuels que leur pose l'exécution des missions, là où ils sont, de manière à problématiser ce problème, le réfracter d'un point de vue théorique et aboutir à des préconisations très concrètes, donc à la fois dans les dimensions organisationnelles, fonctionnelles, voire financières. Voilà. Donc là aussi, on avait un matériau. Donc j'ai essayé de monter quelque chose à partir de ce matériau-là. En même temps, je me suis dit, oui, mais enfin, c'est très local. Est-ce que ça a beaucoup de sens? Est-ce que c'est indicateur de tendance? Puisque quand même, la question est sérieuse. Quelles sont les évolutions? Et donc pour ça, je me suis reportée à un travail qui a été réalisé par, ça y est, je ne sais plus, la Fédération française des organismes de formation privés à but lucratif et non lucratif, et qui a publié en mars 2010 un observatoire des activités formation dans la branche professionnelle. Ce qui m'a permis de repérer que finalement, je ne suis pas à contre-pied et à contre-courant, et que les données recueillies correspondent assez bien aux tendances repérées, que je vais rappeler. Donc, la proposition que je vais vous faire pour l'exposé, c'est dans un premier temps rappeler les orientations nationales dégagées par cette étude, savante, statistique, voilà, tout bien. Ensuite, moi, je vais vous donner quelques indications sur les données collectées par l'intermédiaire des débriefings et des mémoires. Et ces informations, je vais les rapporter à une troisième dimension que j'ai explorée, qui est une exploration plus recherche. Qu'est-ce qui est parlé, écrit à propos de la formation aujourd'hui par des chercheurs ou par des praticiens chercheurs, enfin bon, voilà. Et j'ai essayé de dégager de ça un certain nombre d'orientations dont nous pourrions discuter dans un dernier temps. Alors je vais essayer de... Je me connais, faut me... tu me rappelles, parce que je risque de me perdre. Alors, juste un rappel rapide, mais qui va faire, je trouve, assez bien écho à ce que disait Emmanuel tout à l'heure. Donc déjà, ce qu'ils appellent dans l'étude une filière formation, qui est une filière assez peu organisée, dans la mesure où sont regroupés sous cette désignation filière tout ce qui, de près ou de loin, concourt à la mise en œuvre de la formation professionnelle continue en France. Donc, on trouve sous cette désignation filière aussi bien les organismes qui font de la formation en tant qu'activité principale, que des organismes qui font de la formation alors que la formation n'est pas leur activité principale. Et puis on trouve tous les organismes
prescripteurs, financeurs, législateurs, les commissions diverses et variées, les instances paritaires. Voilà. Donc une filière qui est extrêmement hétérogène, diversifiée et qui, bien entendu, engage très différemment les acteurs de manière permanente, occasionnelle, militante, réflexive. Voilà. Donc, et là-dedans, je n'ai pas compté, enfin apparemment parce qu'ils n'en parlent pas, mais on pourrait peut-être les injecter, les chercheurs. Qui discourent sur la formation alors qu'ils n'y ont pas d'engagement direct. Donc, on pourrait leur susurrer à l'oreille de les inclure dans la filière. En ce qui concerne, alors donc il y a la filière, après de cette filière il dégage le secteur et ce qui est assez impressionnant c'est que donc si on admet que le secteur ce sont à la fois les organismes qui organisent de la formation de manière principale ou qui font de la formation de manière occasionnelle et accidentelle, on a 48 200 organismes signalés comme ayant déposé un bilan pédagogique de formation. 48 200 organismes. Et si de ces 48 200 organismes, on ne s'intéresse plus qu'aux organismes qui font de la formation leur activité principale, on tombe à 7084 organismes. Donc il y a quand même une proportion énorme d'organismes qui interviennent dans le milieu de la formation, ont des pratiques de formation, développent des activités autour de la formation, sans que pour autant la formation soit leur activité principale. Donc je pense que ces chiffres sont quand même suffisamment intéressants et interpellants, puisque d'une certaine manière, la majorité de la formation, des activités de formation, échappent à des professionnels de la formation. Ce qui fait un écho quand même à ce que tu disais tout à l'heure. Voilà, donc ça c'est une première information que j'ai trouvée intéressante. Alors ce qui était aussi intéressant dans cette étude, c'est que les organismes qui touchent les publics de la formation professionnelle continue sont quand même, à grande majorité, 60%, des organismes de la branche professionnelle. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'organismes qui touchent à la formation, mais si on regarde les bilans pédagogiques, on s'aperçoit que les formés sont à 60% formés par des professionnels de la formation. Alors certes, il y en a encore 40% qui sont impactés par des non-professionnels, mais bon, il y a quand même une tendance, on pourrait dire, à une professionnalisation quand même des activités de formation. Ce qui est assez intéressant aussi, c'est de s'apercevoir que les activités de formation mises en œuvre par la branche, donc la branche, ce sont les organismes dont la fonction principale est la formation. Donc les bénéficiaires des activités de la branche sont à 62% des actifs occupés. Alors c'est intéressant et en même temps questionnant, parce que ça vous laisserait entendre qu'il y a une partie des actifs non occupés qui sont pris en charge par des professionnels d'organismes dont la fonction principale n'est pas la formation. Ce qui laisserait supposer, en tout cas j'ai supposé, mais voilà, je n'ai pas été chercher plus loin parce que ça m'obligerait à des recherches que je n'ai pas faites, mais que peut-être je ferai dans un autre temps de ma vie professionnelle, avec Robert. Ce
qui serait intéressant, c'est, ce qui m'interpelle, c'est que là, on sent peut-être une première dilution de la fonction formation pour les actifs non occupés vers des organismes qui seraient plus associatifs, qui seraient plus proches du travail social, qui seraient, voilà, hein, c'est moins clair. C'est-à-dire que là où c'est assez bien positionné, c'est quand on est un actif occupé, parce que là, on a des chances d'être formé par des professionnels de la formation. Dès qu'on n'est plus actif occupé, alors là, ça commence à disparaître un peu. Voilà, et dans le même ordre des choses, hein, on s'aperçoit que, en fait, les entreprises sont les premiers clients des organismes de formation dont la fonction principale est la formation. Ah, donc, on commence à voir à partir de ces chiffres des tendances. Hein, au niveau de la mise en œuvre de la formation qui pourrait laisser supposer des différences et des clivages dans la manière d'intervenir dans la formation. Alors, ce que j'ai trouvé aussi intéressant de cette étude, c'est que on arrive à repérer 3 profils dominants dans les organismes qui organisent de la formation à titre principal. Ce sont, et c'est une grande majorité, des organismes qui sont spécialisés dans un champ d'intervention unique, hein, donc les langues, la bureautique, le développement personnel ou les techniques métiers d'un secteur. Il y a des organismes qui combinent de manière relativement discrète des domaines d'activité et souvent ce sont des organismes petits, petits moyens, c'est-à-dire autour de 10 salariés, et dont le domaine d'activité touche les compétences transverses et les fonctions support. Et puis, on a des organismes qui ont une offre polyvalente, bien repérée, et qui, eux, sont des organismes à plus de 50 salariés, et qui touchent à la fois des compétences transverses et des compétences spécifiques. Et alors, dès qu'on arrive dans cette zone d'établissement, et là aussi, ça peut être indicatif de pratiques de formation, ce qui est pointé, c'est que on a dans ces organismes des permanents qui occupent des fonctions plutôt de consultants, chefs de projet, concepteurs, hein, et puis un pool de formateurs à statut libéral, hein, c'est-à-dire qui sont soit auto-entrepreneurs, qui sont soit déclarés formateurs libéral, soit qui sont déclarés organismes unijambes, hein, c'est-à-dire ils ont une société mais ils sont seuls à occuper ce...